Amis téléspectateurs, téléspectatrices de Thiès TV Télé Gox bi, bienvenue dans votre émission Slambulant. Slambulant qui est l'émission qui vous parle de livres et de lectures présentée par votre ami, votre frère, votre neveu ou petit-fils et fils Kamou MC l'Africain. Alors aujourd'hui, nous allons encore parler de littérature mais également d'histoire. Quand on parle d'histoire, on parle de choses importantes. Aussi bien l'arbre a besoin de s'enraciner avant de s'élever, aussi bien l'homme a besoin de connaître ses racines pour pouvoir s'émanciper. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'œuvre, une œuvre, je dirais l'œuvre même, du docteur Mamadou Sow, Regard ethnographique sur des patrimoines en péril. C'est une œuvre qui a été publiée en octobre 2019 par Maître du Jeu Édition. Et Dr Mamadou Sow est un historien médiéviste. Donc, sans plus tarder, nous allons lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Docteur, comment vous allez? Ça va très bien, Cheikh Camara. Je vous remercie de votre invitation et avant tout, je salue les spectateurs et les spectatrices de votre chaîne Thiès TV. Donc je vous remercie beaucoup, M. Camara. Merci, docteur. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui? Je suis un enseignant, chercheur. Je suis professeur au niveau du CM Darussalam, ici au niveau de l'Académie de Thiès. Ma spécialité, je suis un professeur d'histoire et de géographie. Mais avant de venir au niveau de Darussalam, j'ai à pérégriner, je suis passé par l'IEF de Thiès département au niveau de Sangué. À part ça, bon, je publie je suis un chercheur, je publie des ouvrages, surtout des ouvrages ayant trait au patrimoine matériel et immatériel. Globalement, c'est ça. D'accord, au patrimoine matériel et immatériel, qui nous amène à notre œuvre aujourd'hui, Regard ethnographique sur des patrimoines en péril. Déjà, pourquoi ce titre? Ce titre est révélateur par rapport aux différents chapitres que j'ai choisis. C'est un livre qui se tourne autour de 6 chapitres. Nous avons traité par exemple la case, par exemple, mais aussi nous avons travaillé sur l'art culinaire polar, sur la circoncision, sur le mariage en milieu sérère. Non. Donc, ce sont des thèmes qui aujourd'hui sont d'actualité, c'est vrai, mais ce sont des patrimoines en péril. Donc, nous avons jugé nécessaire de faire une course contre la montre pour récolter ces données ethnographiques, pour les conserver, pour que les populations à venir puissent quand même en bénéficier. Ok. Alors, la reproduction de l'orthographe officielle. Ok. Donc, on a, dans cette œuvre, vous avez fait allusion à 6 parties. 6 parties qui traitent chacune déjà de patrimoine, mais également d'histoire. La première partie déjà, on parle de l'évolution architecturale de la case en milieu wolof, sérère et polar, un patrimoine en péril, porté sur du symbolisme dans son édification, occupation. Alors, à la page 11, on lit « Le patrimoine immatériel est le parent pauvre des politiques relatives à la protection et à la collecte et à la vulgarisation de l'immatériel. » Vous savez, le plus souvent, quand on parle du patrimoine, les gens se focalisent surtout sur le patrimoine matériel. Même dans ce patrimoine, c'est-à-dire les bâtiments, ça c'est matériel. Par exemple, l'habillement, la coiffure,
bon, je dis la coiffure, l'habillement, les chaussures, tout ça c'est du matériel. Mais dans ce patrimoine matériel aussi, le plus souvent, l'accent est mis sur le patrimoine colonial. Le plus souvent. Et dans cette politique de vulgarisation des patrimoines, rares sont les chercheurs qui s'intéressaient au niveau de ce patrimoine immatériel. Et il y avait même au niveau de certains penseurs qui disaient que tiens, pour faire de l'immatériel, il faut aller au niveau de la sociologie ou bien il faut aller au niveau de la philosophie. Donc pour faire ça. Et moi je me suis dit que non. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle dans les enseignements à présent un décloisonnement des enseignements. Les enseignements ne sont plus figés pour dire que tiens, voici le domaine réservé de l'histoire, voici le domaine réservé de géographie, de sociologie, de politique. Non. Aujourd'hui, il y a un ensemble, c'est un tout. Et on prend ce qui nous intéresse au niveau de la sociologie et on l'intègre dans l'histoire, ce qui nous intéresse dans la philosophie, dans l'économie, tout. Et bref, ça renvoie même à la conception de Marc Bloch qui dit qu'aujourd'hui que tout est de l'histoire. Comme tout est de l'histoire, donc même les danses, les rites, les incantations deviennent de l'histoire. Donc aujourd'hui c'est la particularité. Et nous nous sommes lancés un défi de revisiter ce patrimoine immatériel. Parce que c'est une richesse immense que nous sommes en train de perdre. Donc c'est ça aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est pour vulgariser et protéger, mais encore récolter ce patrimoine immatériel. Absolument, absolument. Absolument, parce que déjà, vous parlez de cloisonnement des enseignements qui desservent un peu le patrimoine immatériel. Effectivement. Oui, c'est ça, c'est ce que vous venez d'expliquer. Par exemple, c'est l'école de Marc Bloch qui a révolutionné les enseignements apprentissages. C'est l'école de Marc Bloch qui dit que tout est de l'histoire. Comme tout est de l'histoire, donc pourquoi donc aujourd'hui nous fermer dans un carcan qui ne nous permet pas de nous épanouir? Il est temps aujourd'hui que ceux qui se disent historiens, donc les historiens, diversifient quand même leur domaine de recherche. Dans la danse, dans la coiffure, dans les chants, dans les rites, dans les incantations. Bref, tout ce qui peut intéresser l'homme et tout ce qui a été produit par l'homme, ça devient de l'histoire et c'est ça l'objet du travail. Absolument, absolument. Donc, dans ce cas de figure, déjà, à la première partie, comme j'ai eu à l'énoncer, l'évolution architecturale de la cage en milieu Wolof, Serer et Pulaar. Cette évolution-là, la case, son importance, est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faut que les gens reviennent à nos us et coutumes. Il faut que les gens sachent que nous, en Afrique, on a été de grands architectes. Oui. Donc, et dans cette œuvre, on retrouve ces caractéristiques architecturales que l'on connaisse des Africains. Effectivement, monsieur Camara. Vous savez, j'ai pris un échantillonnage d'élèves à Dakar. Je dis, tiens, traditionnellement, on habitait où? Il dit case. Je dis d'accord. Mais quand je leur demande comment on appelle case dans leur langue maternelle, ils sont incapables de nous en parler. Donc ça, c'est une inquiétude. Je dis tiens, d'accord, c'est déjà un bon prétexte pour faire ce travail. Au-delà de la case, parlons même de l'intelligence de nos parents. Comment ils se choisissaient même un terrain pour édifier? D'habitude, on dit tiens, telle zone est propice pour une habitation, telle autre zone ne l'est pas. Et pourtant, la science viendra même confirmer ça. Parce que, par exemple, dans les traditions suscitées, ils choisissaient le bon endroit, le bon terrain à travers des signes. Ils disent, par exemple, certains, c'est selon. Aussi, je dis souvent à mes interlocuteurs qu'une culture est relative. Ce qui est vrai dans une zone X peut ne pas être dans une zone Y. Donc, c'est ça. Par exemple, il y a certains qui disent que si l'endroit est peuplé de Poftan, c'est pas bon. Pourquoi? Pourtant, d'autres disent que c'est bon. D'autres disent que quand l'endroit est souvent habité par des vents tourbillonnaires, c'est pas bon. D'autres disent que quand, par exemple, par exemple, le sable est argileux, c'est pas bon. Quand c'est une excavation, c'est pas bon. Donc vous avez vu donc,
si vous mettez ces interdits par rapport à la technique, ça a une importance. Parce que un bâtiment, ou bien une case, ou bien une maison construite dans une excavation, c'est ça qui est à la source des inondations. Absolument. Donc une maison aussi construite aussi sur une zone avec des vents turbulents, c'est ça qui explique aussi les fissures des bâtiments. Donc tout ça, pourtant, scientifiquement, nos parents n'avaient pas cette culture scientifique pure et dure, mais pourtant ils ne sont pas en contradiction avec la science moderne. Donc ça pour dire que tout simplement leur intelligence était telle. Et encore, ils ne l'ont pas importé. C'est notre culture, c'est notre imagination, mais aussi c'est notre intelligence qui montre seulement que nous avons des cultures, nous avons des civilisations qu'il faut valoriser et nous verrons tous les avantages. Et déjà, vous avez parlé des prières, des rites, oui, pour la construction déjà de la case. Effectivement. Pour construire, mais là, même pour construire même un bâtiment, une case, comme c'est la case qu'elle a, il ne venait pas construire. Il faisait des incantations, il faisait des prières, comme on dit en Wolof, des lémous. Il priait. Et parce qu'en Afrique, c'est ça la particularité, c'est-à-dire toutes les zones sont habitées par des forces invisibles. Je vous renvoie au poème de Birago Diop. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans l'arbre, etc., etc. Donc pour dire que tous les endroits sont peuplés. Et l'être humain est un élément parmi tant d'autres éléments. Et malheureusement, il est l'être le plus fragile. Si, par extraordinaire, il perturbe ces forces vont se rebeller, vont se révolter, et c'est l'individu qui va porter les stigmates, qui va en souffrir. Et donc les parents, Pulaar, Serer, Wolof, ont compris cette coexistence qui doit les lier avec les forces surnaturelles. C'est pourquoi ils ont des incantations, ils ont des rites, ils ont des prières, et ils ont aussi des interdits à ne pas franchir. Donc c'est ça aussi un autre élément. Et même dans le choix même de matériaux de construction. Oui. Et là aussi, c'est extraordinaire. Parce que, par exemple, vous allez dans certains pays, il dit que, par exemple, l'arbre, le Dakar, n'est pas bon, par exemple, pour les habitations. Parce que dans les entendements, c'est un arbre prisé par les djinns. Donc, quand vous prenez un bien du djinn, forcément, il va venir perturber votre habitation. C'est ça qui explique souvent, ils seront certains, les feux, les incendies, parce qu'ils ont dit que lorsqu'ils prenaient ce bois, ils n'ont pas eu l'aval de cette force surnaturelle. Donc, ils vont être sanctionnés. D'autres disent, par exemple, le paftan, effectivement, quand vous prenez par exemple, le paftan, par exemple, il est fragile, s'il n'est pas résistant. Par contre, prenez d'autres arbres. En milieu, par exemple, vous prenez par exemple le gaudi. Je ne sais pas son nom en Wolof, le gaudi, par exemple, c'est très résistant. Pendant ce temps, quand vous prenez par exemple le soump, il n'est pas bien pour eux parce qu'il dit que il y a des moisissures, il y a des insectes qui peuvent l'attaquer facilement. Donc, vous avez vu donc cette intelligence, mais encore, ils n'ont pas seulement cette situation à l'esprit. Il y a aussi même la paille. Par exemple, pour faire par exemple le toit, il dit que certains pailles ne sont pas bons. Il faut chercher d'autres. Mais tout ça, parce qu'il dit quand vous mettez ça, par exemple, le double pitch. Il dit quand vous mettez le double pitch, par exemple, il y a les oiseaux granivores qui vont venir, qui vont vous perturber. Donc tout ça, c'est de l'intelligence. C'est ça aussi qu'il faut. Absolument. Raison pour laquelle le choix du bois dont vous avez parlé tout à l'heure, le choix même de la matière, de la boue qu'il faut utiliser, qu'il faut mélanger avec d'autres produits pour donner un peu cet aspect déjà conservateur, mais également cet aspect de protection contre les péripéties, la chaleur, la fraîcheur, entre autres. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, tout est béton, fer, ciment. Et ces peuples ont inventé, par exemple, des constructions en banco. Des constructions en banco de deux sortes. Certains ce sont des mottes qui sont superposées, d'autres ce sont des briques.
Quand vous prenez même la stratégie d'édification de ces briques ou bien de ces mottes, ils mettent du dégraissant. Quand vous prenez ce dégraissant, quand vous l'étudiez bien, ce dégraissant permet une résistance de ce banco ou bien de l'argile. Donc ça c'est une technique. Ou bien ils prennent par exemple une palissade et après sur la palissade ils mettent aussi du banco. Extraordinaire. Ça m'a intégré et je suis allé voir des ingénieurs en bâtiment. Nous avons échangé par rapport à ça. Et leur explication recoupe celle des populations. Il me dit tiens, avec cette technique, il ne peut pas y avoir de fissure le bâtiment. Parce que à la place du fer, vous avez les palissades qui vont remplacer le fer. Donc il n'y a pas de possibilité donc c'est ça que ici, les palissades construisent l'armature. Donc il n'y a pas de fissure. Deux exemples. Il y a par exemple dans certaines zones des cases rondes. Et quand vous demandez à la population pourquoi les cases sont rondes et d'autres sont carrées ou d'autres sont rectangulaires, il me dit tiens, la case carrée ou triangulaire se fissure vite, s'écoule vite. Mais la case ronde charrie le vent. Parce que le vent, quand ça tape, il ça charrie. Donc il n'y a pas une possibilité de cassure. Mais ça, c'est de l'intelligence. C'est une technicité. Donc c'est ça aussi l'intelligence de nos parents pour la serrer comme Wolof. Mais aussi les Diola, les Banantes, les Baïnouk ont cette intelligence dans la construction de leur case. Absolument. Donc je pense que, chers téléspectateurs et téléspectateurs, vous avez compris la situation. Déjà le choix du milieu où il faut construire la case, le choix du bois, le choix également de la matière, des matériaux qu'il faut utiliser pour construire cette case. Et c'est ça la force de nos ancêtres. Beaucoup de péripéties qu'on connaît aujourd'hui, ils ne le connaissaient pas ou bien les connaissaient peu. Pourquoi? De par leur ingéniosité, de par leur connaissance. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de savoir le milieu où l'implantation de la case doit se faire. Il y a des gens qui disent qu'il faut contrer le vent. Il y a des gens qui disent que, comme vous l'avez dit tantôt, il ne faut pas construire dans l'excavation. Il y a des gens également qui disent que, comme vous l'avez dit également, il ne faut pas construire dans un milieu argileux. Tout ça, ce sont des phénomènes que l'on retrouve dans nos constructions anciennes. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est compréhensible que les maisons soient chaudes, qu'il y ait de la chaleur, parce que c'est du fer, du béton, c'est du ciment. Et le fer attire les rayons solaires et qu'il reflète après dans la maison. C'est la raison pour laquelle on connaît cette chaleur-là. Moi, je suis allé à Podor. À Podor, il y a des cases en argile, en banco. Et vous entrez là-dedans, malgré la chaleur, vous ne sentez pas cette chaleur-là. Et c'est une zone très chaleureuse. Monsieur Camara, vous savez, la case est une réponse même aujourd'hui à un débat d'actualité qui est l'adaptation au changement climatique. Bizarrement, aujourd'hui, et ça se comprend aussi, parce que aussi on évolue, c'est la masse normale du monde. Mais aujourd'hui, la case, elle est à Dakar. Aujourd'hui, ce n'est même pas à Dakar, elle est dans les grandes villes. Parce qu'il y a un problème de pollution terrible. Donc les gens étouffent. Les gens ont un problème même de pollution, etc. Mais la case offre une solution. Certes, on ne peut pas faire une case traditionnelle comme à l'époque, mais on peut réadapter la case jusqu'à ce qu'elle soit moderne. Et sans pour autant que l'on perde nos valeurs. Vous allez, et bizarre, bon, c'est ça aussi la vie, aussi, il y a plus de cases. Il y en a presque plus. Absolument. Et ça se comprend aussi, parce que, aujourd'hui, la réussite se manifeste par le matériel. Pour montrer aux autres que vous avez réussi, il faut tout détruire, construire R+1, R+2. C'est bien,
c'est bien. Mais il faut aussi quand même que les gens aussi pensent quand même à conserver quand même notre patrimoine architectural, parce que ça va nous sauver. Et c'est une réponse quand même. Hein. Aujourd'hui, la case, on peut proposer au reste du monde comme solution par rapport au changement climatique la case. C'est une véritable solution, mais il faut quand même pousser la réflexion autour de la case et après, Inch'Allah, le meilleur sera. Absolument, parce que je sais que, comme on dit, la culture est au début et à la fin de tout développement. Aujourd'hui, aller en Chine, malgré le développement, aller au Japon, malgré le développement, ils ont conservé leur patrimoine architectural. Et aujourd'hui, vous allez dans le monde également, les gens s'imposent sur le plan architectural. Il y avait quand j'ai suivi Mégastructure, il y avait un grand débat en Chine pour la construction d'un immeuble. La construction d'un immeuble qui devait être très long, et que pour contenir un peu la vacillation que le vent allait faire de l'immeuble, ils ont voulu faire un trou au sommet, mais ils ont voulu le faire en cercle. Ce sont les Japonais qui construisaient en Chine. Mais les Chinois ont refusé. Ils ont refusé catégoriquement parce que le cercle pour eux représente la force, comment dirais-je, la mainmise du Japon sur eux. Ils ont carrément refusé. C'est leur culture. C'est leur culture, ils n'acceptent pas. Donc, pourquoi nous en Afrique, au Sénégal par exemple, on accepte certaines constructions sans pour autant prendre en compte nos valeurs culturelles? Vous savez, je reviens même dans le choix des constructions et dans, par exemple, les différentes forces. Vous avez toujours entendu qu'un immeuble s'écroule. Ou bien même, une route a été faite et le lendemain on trouve qu'il y a des problèmes. Pourquoi? Mais réfléchissons. Absolument. Parce que ce sont des endroits hantés, ce sont des endroits peuplés par des forces surnaturelles, mais ça, c'est notre réalité africaine, c'est notre réalité sénégalaise, Polar, Serer, Diago, Balante. Mais si on fait fi de ces croyances, on en a tous ces catastrophes. Absolument. Parce que tout simplement, les gens oublient que le monde n'est pas seulement peuplé par des humains. Le monde est peuplé par d'autres forces. Absolument. Et ces forces aussi, il faut quand même leur donner leur place pour s'épanouir. Si ces forces ne s'épanouissent pas, c'est l'homme qui va en pâtir. Et encore, ça, le deux, c'est la culture. Heureusement, nous avons à côté le livre de Cheikh Anta Diop. Mais Cheikh Anta, il avait toujours théorisé la culture. Mais pour nous, Africains, pour nous, Sénégalais, c'est-à-dire tout ce que nous ne vient pas de l'Occident n'est pas bon. Et l'Occident a réussi son coup. Absolument. A réussi. Parce que c'est un lavage de cerveau qu'ils ont fait et nous avons accepté ça. Et comme nous avons accepté ça, nous allons sentir les contre-coups. Prenons le terme de développement. Et vous croyez que pour se développer, il faut toujours se développer à l'occidental? On peut se développer à la sénégalaise. Absolument. En milieu poulard, serré. Mais malheureusement, pour nous, si ce n'est pas français, si ce n'est pas espagnol, bref, si ce n'est pas occidental, c'est pas bon. Ça, c'est une honte. Absolument. Parce que les autres peuples n'ont pas été, ne sont pas meilleurs que nous. Absolument. Non, c'est qu'eux, ils ont cru en leur force. Ils ont développé ces forces. Et même leurs faiblesses, ils ont essayé quand même de minimiser leurs faiblesses. Et nous, c'est le contraire. Nous avons essayé de dévaloriser nos forces et de valoriser nos faiblesses. C'est ça aussi un danger. Et si on n'y prête pas garde, le développement, ça ne sera pas pour demain. Parce que nous voulons nous développer en faisant fi de notre culture. Or, la culture est fondamentale. Je vais vous raconter pour terminer une anecdote. Avec les pompes Djambar. J'étais un jeune étudiant, on pompe Djambar, on dit que je suis allé voir la société pour ne pas faire de publicité. Je dis que les pompes Djambar ne fonctionnent pas. Il me dit, pourquoi? Je dis que parce que c'est en 1996. Je dis que présentement, quand vous pompez, il faut que la cuisse de la femme sorte. Et à l'époque, il y avait cette pudeur. C'est en 2002 que je suis retourné au niveau de cette société. Et je lui ai rappelé l'histoire, il me dit que tiens, vous avez dit vrai, parce que cette pompe-là est un échec. Pourtant aujourd'hui, s'il revenait aujourd'hui, la pompe serait une réussite. Parce que tout simplement le mode
vestimentaire a changé. À l'époque, c'était les pagnes. Aujourd'hui, ce n'est plus les pagnes. Donc, vous avez vu donc la culture, comment elle peut impacter sur le développement d'un pays. Absolument. Donc, on a conclu que les cases respectent l'écologie. Oui. Donc, nos parents utilisaient tout le temps la nature pour leur construction. Ce qui se trouve autour d'eux. Ils n'avaient pas besoin de chercher très loin pour pouvoir faire leur construction, pour pouvoir réussir leur bâtiment, et ils habitaient convenablement. Effectivement, au-delà de cet aspect même, l'utilité de la case. Mais vous savez, si vous allez au foot par exemple, il vous dit que par exemple, la case soigne. Pour soigner certaines pathologies, il faut aller chercher le produit dans la case. Soit c'est de la fumée qui se trouve dans la case, soit ce sont des pailles qui se trouvent dans la case. Donc vous avez donc la quantité de la case. Donc extraordinaire. Et malheureusement, quand vous faites aussi ces enquêtes, les gens vous disent qu'il est dépassé. C'est vrai que je suis dépassé, c'est vrai. Mais au moins, il faut que nous conservons quand même la stature. Et là nous y tenons, parce que c'est véritablement un bâtiment en péril, véritablement. Il faut que les gens aussi y pensent. J'y pense, absolument. On en arrive à la deuxième partie, où vous parlez de folklore dans l'activité potière, entre interdit et tolérance, patrimoine inexploré. Oui. Vous savez, moi, Dieu a fait que j'ai soutenu ma thèse sur l'activité potière. Le symbolisme dans l'activité potière a mené Serre au niveau de Djobas, ici à Thiès. Et ça, j'ai fait un constat. Dans l'activité potière, il y a du folklore, c'est-à-dire il y a des danses, il y a des chants, mais il y a des cris. Mais malheureusement, c'est un thème qui n'est pas encore exploré. Et comme aussi l'activité potière est en péril, parce qu'aujourd'hui la poterie est concurrencée par les ustensiles en fer ou bien en inox, c'est ça aussi l'évolution naturelle de la vie, mais aussi les potières aussi n'ont pas assuré aussi une relève pour transmettre leurs connaissances. Et je me suis dit donc, c'est une course contre la montre qu'il faut faire, parce que ces chants, ces danses, peuvent être profanes d'une part, mais peuvent être rituels d'autre part. Donc il faut que les chercheurs fassent tout pour conserver cette partie du folklore, et on verra. Par exemple, monsieur Camara, vous savez, le folklore, c'est-à-dire, ce n'est pas un folklore dans le cadre rythmique, non. C'est un folklore rituel, pour prier, pour faire des incantations, ou bien même pour communiquer. Par exemple, quand on claque les doigts, c'est un son. C'est du folklore, parce que aussi c'est ça aussi. Quand on applaudit, c'est un son, mais ça peut être à la fois aussi un message. Ils ne veulent pas parler, ils claquent les doigts. Elles ne veulent pas parler, elles applaudissent, c'est pour donner un message. Mais si vous n'êtes pas dans le monde, vous ne pouvez pas comprendre ce message, parce que c'est codé. C'est pourquoi on dit souvent, tout est signe pour celui qui sait décoder. Donc si vous ne savez pas décoder, vous dites que ça c'est inutile. Et malheureusement, si vous violez cet interdit, il y a forcément une casse. Pour dire que c'est intéressant, c'est folklore. Ce sont des croyances enfouies. Effectivement, ce sont des croyances. Et je vous donne un autre exemple. Le matin, lorsqu'on se réveille le matin toujours, certains mettent de l'eau devant leur porte. Pourquoi? Pour conjurer le mauvais sort. Mais aussi, la potière aussi a cette même stratégie. Quand elle applaudit, quand elle claque, mais c'est un métal, c'est un rite. Mais il faut savoir le décoder. Mais si vous ne savez pas, vous dites que ça c'est inutile, ça c'est haram même, vous dites. Mais après, cela nous amènera. Okay. Oui. Et vous avez dit également que dans certaines localités, comme par exemple les Serres et les Wolofs du Baol, les chansons et la poterie ne font pas bon ménage. Oui. Vous savez, c'est ça que j'ai dit au début du travail. La science sociale n'est pas exacte. Il y a des illusions. C'est-à-dire, certains peuples peuvent croire à telle chose, d'autres rejettent ça.
Si vous voulez, par exemple, c'est les serres, par exemple, au niveau du Djabas, dans leur activité potière, il n'y a pas de folklore. Parce qu'elles disent que c'est une attaque contre les forces de la nature. C'est une attaque contre l'esprit des ancêtres. Par contre, si vous allez dans l'eau, c'est les Mabo, par exemple, du Fouta, elles font ça. Donc vous avez vu donc comment c'est changeant. Mais aussi, il faut être très regardant. Des fois, ce ne sont pas des tam-tams, des tambours, des tamans qui emploient. Mais non, elles transforment même les ustensiles avec lesquels ils travaillent pour produire un son. Par exemple, c'est une bassine. Ils tapent sur la bassine. Avec quoi? Peut-être avec le ressort, c'est-à-dire avec le bâton avec lequel ils nivellent la poterie. Avec ça. Donc, ce ne sont pas des outils étrangers au niveau de la poterie. Ce sont des outils de l'activité potière qui sont transformés en instruments de musique. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Okay. Ouais. Et vous dites, comme pour les hommes, pour la circoncision, les femmes ont également leur rite, leur propre rite. Effectivement. Bon, vous savez, ce n'est même pas seulement les femmes. Ici, dans ces peuples, chaque classe d'âge, chaque tranche d'âge, chaque sexe a ses rites. Ça, c'est. Mais effectivement, il y a des rites qui sont collectifs, qui sont faits par toute la communauté dans son intégralité. Mais il y a certains rites qui sont des rites réservés pour une classe d'âge, pour une profession. C'est possible aussi. Donc c'est ça ce que je voulais dire là-bas. Ok. Je pense que, chers téléspectateurs et téléspectateurs, comme vous pouvez le comprendre, c'est l'œuvre de Dr Mamadou Sow, qui est un essai, regard ethnographique sur des patrimoines en péril. Et vous dites également que ces rites-là, cette poterie-là, comme vous l'avez brossé un peu au début de vos propos, que les femmes n'ont pas préparé la relève. Aujourd'hui, on ne voit plus ces pratiques-là. Vous savez, c'est le glissement aussi de la vie, de l'évolution de la vie. L'activité potière dans toute la Sénégambie est confrontée à ce problème de relève générationnelle. Parce que la poterie n'est pas rentable. Rare, c'est un pot de poterie qui coûte plus de 1000 francs. Je donne 1000 francs, c'est-à-dire c'est le maximum. C'est très rare. Parce que c'est 200 francs, c'est 300 francs, c'est 400 francs, c'est 500 francs, etc. Donc, ça ne nourrit plus son nom. C'est un problème. Le deuxième facteur qui est là, c'est aussi la concurrence des produits manufacturés en fer, en plastique. Donc, sa concurrence. Et encore, ces produits manufacturés sont plus résistants. Parce qu'un produit potier, en une fraction de seconde, ça peut se casser et c'est terminé. Oui, vous êtes ça. Mais par exemple, si vous prenez par exemple un produit en plastique, ou bien en fer, ou bien en inox, c'est plus résistant. Donc ça pose problème. Mais aussi, l'activité potière est concurrencée par d'autres activités beaucoup plus rapporteuses, comme la chanson, comme la coiffure, comme la teinture, etc. C'est plus rentable pour la potière. Donc, comme c'est une activité qui ne nourrit plus son nom, donc les filles aussi ne sont pas très attirées par cette activité, par cette profession. Donc, elles ont tendance à chercher autre chose. Donc, malheureusement, et c'est ça aussi le danger, si nous perdons ce patrimoine matériel, tout le patrimoine immatériel lié avec ce patrimoine va disparaître. C'est ça le danger aussi. Absolument. Okay. Absolument, parce que déjà, j'en sais quelque chose, parce que chez moi, j'ai ce que l'on appelle l'unda. Et je n'ai pas besoin d'aller acheter de la glace pour pouvoir boire de l'eau fraîche. Monsieur camarade, c'est ça la pâte. Et vous savez, même dans ces Canaries, il y a beaucoup de fonctions que l'on peut voir. Il y a des fonctions thérapeutiques. Mais pourquoi, si vous allez au niveau de certaines communautés, les Sérères par exemple, les Poulards ou bien les Diola, la femme mariée, en quittant la maison familiale, on lui donne un canari. Pourquoi? Mais encore, ce n'est pas n'importe quel canari. Parce qu'il y a des règles rituelles dans ces canaris. Il y a des interdits. Et pourquoi en Miné Wolof,
à l'époque, au 7e jour du mariage, l'épouse va puiser de l'eau avec son canari, et ce canari est cassé dans la maison par elle et son époux. Okay. Pourquoi? Donc vous avez vu tout ça. Malheureusement, toutes ces croyances sont perdues. Absolument. Sont perdues. Et là, c'est une occasion rêvée quand même. Il faut que l'on revienne à ça, parce que c'est une occasion aussi de revisiter notre culture. Et là, j'y tiens. Parce que vous savez, M. Camara, si les gens ne font pas attention, prenez seulement le mariage, certainement nous allons parler du mariage. Aujourd'hui, nous nous marions tous à l'accidental. Absolument. Pourtant, le canari là que nous venons parler intègre la réussite du mariage. Mais personne aujourd'hui ne s'en soucie de ça. Donc c'est ça qu'il faut. Absolument, absolument. Et on va revenir sur ça. Mais avant d'en arriver là, il y a la troisième partie où vous parlez, où vous dites le titre, le symbolisme dans le pastoralisme ou le gaynaka, un patrimoine méconnu. Oui. Le gaynaka, c'est l'élevage. Le gaynaka, c'est l'élevage, c'est le pastoralisme. Vous savez, l'élevage, ce n'est pas seulement prendre, élever dans un enclos seulement ces bœufs ou bien ces moutons. L'élevage, c'est de l'art. L'élevage, c'est de l'intelligence. L'élevage, ce sont des croyances, ce sont des rites. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça si vous n'êtes pas dans le milieu pastoral. Il faut comprendre. Heureusement, vous avez votre tengade. Mais dans le milieu pastoral, le tengade a son importance. Absolument. Pourquoi? Absolument. Donc c'est ça. Et dans le milieu pastoral, c'est ça aussi. Tout est signe pour un pasteur. Pour le gaïnak, tout est signe. Quand le bœuf beugle, c'est un signe. Il communique avec son propriétaire ou bien avec la nature. Soit il dit qu'il y a un danger, soit il dit qu'il y a un bonheur, etc., etc. En tout cas, c'est un message. Comme je l'ai dit, il faut savoir décoder les messages. Et si vous n'êtes pas dans les mines, vous ne pouvez pas les décoder. Prenez par exemple le géniteur dans le milieu pastoral. Aujourd'hui, dans toutes les bergeries, on parle de géniteur. Mais en milieu pastoral pur, le géniteur a des qualités. Le géniteur a des signes. Et le géniteur protège le troupeau. C'est ça un autre. Par exemple, je donne seulement un signe, un exemple. Par exemple, quand le géniteur fait ce qu'on appelle en poulard le dounagé, c'est-à-dire le bœuf refuse à ce que les autres troupeaux entrent dans la bergerie parce qu'il a flairé un danger. Et ce bœuf qui interdit aux autres d'entrer, il est belliqueux. Il donne des coups de corne. Et il refuse catégoriquement à ce que les autres entrent. Pas que c'est un danger. Parce que lui, comme c'est lui le chef, il protège la troupe. Okay. Mais si vous n'êtes pas du milieu, vous ne pouvez pas savoir ça. Soit c'est un djinn qui est au niveau de la bergerie, soit c'est du maraboutage, etc. Absolument. Ça, c'est un des messages. Absolument. Oui. Et à la deuxième partie, vous parlez de le troupeau de vaches, place de l'imaginaire dans son acquisition et sa fructification. Dans son fructification. Vous savez, quand on a tout peuple veut quitter le statut de Samanagel pour devenir un ardo ou bien un djarga. Mais il y a des codes, il y a des secrets. Parce que même dans l'abreuvage du troupeau, il y a des arbres qu'ils mettent. Il y a des incantations qu'ils font. C'est une technique pour reproduire. Et ils sont très intelligents, ils savent même comment on augmente le troupeau au plan mystique. Mais si vous n'êtes pas dans ce milieu, vous ne pouvez pas le savoir. Et c'est un secret. Bon, mes parents parlent. Il faut m'interdire, il faut m'excuser. Je ne désacralise pas vos croyances parce que je ne fais que susciter ça. Mais je ne les fais. Donc c'est ça. Ou bien, par exemple,
un serpent sur lequel ils font des incantations, etc., avec toutes les décoctions possibles qu'ils mettent dans le breuvage. Ça permet de fructifier un bœuf. Mais aussi, il y a certains animaux qui ont des signes positifs. Vous les avez dans votre troupeau. Vous gardez ces animaux jalousement. Parce que forcément, vous allez quitter le stade de Samanagel pour aller au niveau du stade de Djarga ou bien de Ardo. Okay. Ça sont des secrets. Mais le contraire existe. Il y a certains animaux, quand vous les avez dans votre bergerie, il faut forcément les enlever, sinon c'est la catastrophe. Okay. Ça sont des secrets. Okay. Alors le temps, on est contraint par le temps, mais on va juste parler du mariage traditionnel. C'est un pays sérère non, et sur le retour. Après le reste, il faudra aller se procurer de l'œuvre pour pouvoir découvrir tout ce qui est dit dans cette œuvre. C'est très important. Et comme je l'ai dit tantôt, aussi bien l'arbre a besoin de s'enraciner pour s'élever, aussi bien l'homme a besoin de ses racines, de connaître ses racines pour pouvoir s'émanciper. Alors, le mariage, c'est les sérères, non. Ce mariage que j'ai raconté, c'est un prétexte. Le pourquoi? Parce que nous avons fait un constat. Il y a beaucoup d'échecs dans les mariages. Les divorces sont nombreux. Allez dans les tribunaux, les dossiers s'empilent. C'est le problème. Et je me suis dit que les sociologues réfléchissent sur le mariage. Les juristes réfléchissent sur le mariage, etc., etc. Je me suis dit donc, au niveau de l'histoire, réfléchissons pour voir. Et les sérères ne sont qu'un prétexte. Parce que je pouvais parler des Ndiago, des Balantes, des Baïnouk ou des Poula, etc. Mais c'est un simple prétexte. Ce n'est pas que les sérères réussissent le mariage ou bien que les sérères échouent dans le mariage. Non, c'est pas ça. C'est juste pour rappeler que le mariage traditionnel est une solution pour régler les divorces. Comment ils se mariaient? C'est ça qu'il faut se poser cette question. Quel est le bon époux? Quelle est la bonne épouse? Ça. Mais aujourd'hui, nous faisons fi de ces règles. Et les sérères règlent ça. Parce qu'il y a des signes. Quand vous l'avez, c'est l'époux, ou c'est l'homme, ou bien c'est la femme, ou c'est la fille, on vous dit qu'il ne faut pas prendre cette fille. Ou bien, quand vous avez des certains signes qui sont positifs, quand vous l'avez, c'est l'homme, ou bien c'est la femme, il faut prendre. Mais nous, aujourd'hui, on fait fi de ça. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, nous nous marions tous à l'occidental, c'est ce que nous parlons tout de suite. Absolument. Même le jour du mariage, il y a des règles rituelles, il y a des incantations, il y a des prières, il y a des interdits qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, ces règles et toutes ces civilisations, cette culture, on n'en a fait plus qu'un. Je donne seulement un petit exemple. Si vous allez en Mignon, par exemple, la mariée, on met sur sa tête un vent, l'aïou, ou bien une calebasse, l'aguette. On mettait des grains de céréales. Et on emmenait symboliquement un cheval pour qu'il mange ces céréales. Mais ça, c'est la culture céréale. C'est intéressant dans un milieu sérère, parce que ça participe à la réussite de ce mariage. Si je suis sérère, par extraordinaire, et je fais fi de ça, je dis que je ne respecte plus cette tradition, c'est sûr que demain, si j'échouerai, je ne vais pas m'en prendre à la culture sérère, mais je ne vais pas m'en prendre à moi-même. Donc c'est ça aussi l'objet de cette partie. Absolument, parce que c'est intéressant également du fait que déjà, aujourd'hui, on se marie entre ethnies et autres. Et je me dis souvent et toujours, parce que dans le cadre de mon travail également, je rencontre beaucoup de divorces comme ça, qu'on traite des mariages qui sont des liaisons de par exemple 3 mois, 1 an maximum, et on te dit il y a cassure, il y a divorce et autres. Et souvent, je me suis posé la question et je me suis dit que est-ce que c'est pas au début même, au moment même du mariage qu'il y a cassure? Pourquoi? Parce que déjà, il y a 2 ethnies qui se rencontrent et que chacun
aucun n'essaie de comprendre les rites de l'autre pour pouvoir au moins respecter ce que fait l'autre et que l'autre également puisse respecter, ou bien qu'il y ait des sessions, que chacun cède un peu de sa part de culture pour que cette acceptation-là puisse avoir. Et même ce choc-là existe dans les familles déjà, les belles familles, et les gens vont avec ça. Et ce sont des choses qui se reflètent après dans le mariage. Pour confirmer ce que vous venez de dire, il y a un mariage, par exemple, c'est-à-dire la femme mariée, avant d'entrer dans sa chambre conjugale, doit forcément entrer dans la chambre de sa belle-mère. Si la belle-mère n'est pas là-bas, mais en tout cas dans la chambre de la personne la plus âgée de la famille. Absolument. Mais le gars, il dit non, il entre directement dans ma chambre. Surtout sur l'épaule. Ça pose problème. Parce que ce sont des croyances. Et vous vous dites que vous ne le faites pas. Demain, s'il y a échec, il faut s'en prendre à vous-même. Par exemple, on vous dit, par exemple, avant d'entrer, par exemple, dans la chambre conjugale, il faut que un enfant vous précède. Ça, c'est un rite, c'est une croyance. Ou bien, il ne faut pas mettre un lit en bois. Il faut mettre le dessous en bas. Il faut faire un tour du lit avant de s'asseoir. Il faut manger du sanglé, du lard. Mais ça sont des croyances. Et ce qui est paradoxal, pourquoi nous voulons prendre X point et rejeter X, Y point? Il faut prendre tout, il faut laisser tout. Donc, moi, c'est ça aussi. C'est très important, c'est très important. Et vraiment, allez lire le livre, procurez-vous du livre et lisez-le. La 5e partie parle de la circoncision, un acte chirurgical rempli de symbolisme et de rites, des patrimoines formatifs et éducatifs, retour aux enseignements culturels sénégambiens. Alors, dans la 6e partie, l'art culinaire polar, un patrimoine divers méconnu, ampleur du péril et portée des pratiques de revalorisation. Donc, c'est ça, et c'est l'œuvre du docteur Mamadou Sow, regard ethnographique sur des patrimoines en péril. Et, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Thiès TV Télé Gox-bi, c'était votre émission Slambulant, une émission qui vous parle de livres et de lecture, une émission qui vous parle de littérature, mais également d'islam. Et aujourd'hui, on était avec docteur Mamadou Sow. Merci à vous et votre dernier mot. Merci, monsieur Camara. Bon, tout l'honneur vous revient. Je vous remercie beaucoup parce que je vous suis vraiment. Vous êtes un leader dans ce que vous faites, dans votre émission, mais aussi dans l'encadrement des slameurs. Je vous suis et je vous encadre beaucoup. Et merci aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de votre chaîne Thiès TV Télé Gox-bi. Et je vous remercie beaucoup. Thiès TV Télé Gox-bi, Slambulant, à la prochaine fois. Merci beaucoup.